bonjour à vous quatre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelques mots avant de rentrer dans le concret de nos échanges. Chers collègues, le rôle des collectivités territoriales dans l'accompagnement des entreprises, dans la réindustrialisation du pays, dans sa souveraineté, dans sa performance économique, me semble plus que jamais d'actualité et déterminant. Et c'est dans ce contexte que nous avons souhaité organiser ce matin une table ronde pour discuter des outils à mettre en place pour réussir à relever ces défis. Alors, je veux remercier, nous avons des collègues de la commission, nous avions invité quelques collègues de la commission des affaires économiques et de l'aménagement du territoire. Oui, voilà, donc merci à ceux qui ont pu se libérer ce matin. Alors, notre délégation a confié à 4 de nos collègues une mission relative à l'ingénierie du développement économique. Daniel Guéret, Sonia de la Provoté, qui va peut-être nous rejoindre, Jean-Jacques Lozac et Céline Brulin. Leurs travaux, qui pourraient aboutir, si j'ai bien compris, d'ici la fin du mois de mars, pour donner un ordre d'idée d'atterrissage, visent notamment à appréhender les évolutions nécessaires de l'ingénierie économique locale pour répondre à la fois aux enjeux que je viens de rappeler, mais aussi à ceux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la décarbonation, de la réduction de l'artificialisation des sols ou encore de la transition numérique. Cette table ronde pourrait ainsi nous permettre de partager des éléments de diagnostic, d'identifier des difficultés, voire des obstacles, mais aussi de mettre en lumière les outils qui pourraient être mis en place, les leviers favorables qui pourraient être activés ou encore les transformations auxquelles il conviendrait de procéder. Comme à son habitude, notre délégation souhaite mettre en avant des pratiques inspirantes pour l'ensemble des collectivités, par exemple en matière d'ingénierie. Nos échanges pourraient aussi être l'occasion d'analyser l'articulation des interventions entre les différentes strates de collectivités ou encore le rôle que pourrait ou devrait jouer l'État auprès des collectivités pour répondre à ces enjeux. Il s'agit en d'autres termes de comprendre comment les collectivités peuvent coordonner leurs actions pour un maximum d'efficacité et d'adaptation aux réalités des territoires. Je considère, pour ma part, que tous les niveaux de collectivité disposent d'une certaine légitimité à intervenir en matière économique. Bien sûr, la loi NOTRe a voulu renforcer le binôme intercommunalité-région, mais il me paraît évident que le développement économique ne peut se réussir sans l'engagement des communes. Et pour prendre un seul exemple, le rôle des maires en matière de soutien au commerce local et de politique de l'habitat, parce que les choses sont liées, forcément, est absolument déterminant pour la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Donc ça nous intéressera de vous entendre sur ces sujets. Voilà quelques sujets d'échange pour ce matin. Et je tiens vraiment à vous remercier tous les 4 d'avoir pu vous libérer pour venir alimenter nos travaux et échanger. Alors, je présente nos invités. Jean-Marc Vasse, maire de la commune de Terre-de-Caux, en Seine-Maritime. Élu en 2022 président de la Fédération des élus des entreprises publiques locales de la région Normandie. Monsieur le maire, vous êtes membre du conseil d'administration de l'association, je dis une bêtise peut-être, des maires de France, hein, c'est ça, et vous portez également la voix de l'association des petites villes de France, ce qui vous permet d'avoir une vision globale et élargie de tous ces sujets. Votre commune est membre de l'intercommunalité Côte-de-Seine, fort de 50 communes, et si j'en parle, c'est parce que 36% de son PIB est consacré à l'industrie. Et vous avez contribué à la mise en place d'outils d'ingénierie à l'échelle de votre territoire. Vous reviendrez sans doute sur le modèle de la société publique locale, Agence Co-Seine Développement, qui associe en tant qu'actionnaire l'agglomération et les petites communes de l'intercommunalité. Alors, Madame Anne-Marie Jean n'est pas là. Hein. Elle est en visio. Ah, mais alors, Madame Anne-Marie Jean, est-ce qu'on la voit en visio? On l'entend pas? Je continue, je reviendrai à elle si elle apparaît. Alors, Monsieur Nicolas Portier, vous êtes enseignant à l'école urbaine de Sciences Po et président du Cercle pour l'aménagement du territoire, des sujets qui intéressent la délégation. À travers de plusieurs articles, vous montrez que l'un des enjeux de l'affirmation des responsabilités locales, je vous cite, en matière de développement économique, c'est la relocalisation de la valeur ajoutée dans les territoires. Évidemment, je partage cette approche. Tout ceci dans un contexte de financiarisation de l'économie et d'éloignement des centres de décision.
Vous esquissez par ailleurs plusieurs pistes concernant par exemple le rôle que peut avoir la relocalisation industrielle pour accompagner l'émergence de filières industrielles bas carbone et soutenir l'innovation environnementale. Vous pourriez peut-être nous proposer un cadrage des enjeux et du contexte actuel de l'ingénierie du développement économique. Monsieur Stéphane Vincent, vous êtes cofondateur et délégué général de l'association La 27e Région. Et Madame Sylvine Boissouzi, qui vous accompagne, chef de projet coopération internationale à la 27e Région. Votre association, qui fait figure de laboratoire des nouvelles politiques publiques, a été fondée avec l'appui de Régions de France. Vous avez lancé depuis 18 mois un programme de recherche sous le nom d'Enquête de rebond, consacré aux nouvelles approches du développement économique local qui a fait l'objet de premières publications. Vous reviendrez, j'imagine, sur les leviers que vous avez identifiés pour contribuer au développement économique local, allant des aides financières à l'incitation aux coopérations interentreprises. Alors, est-ce que non, ce n'est pas rétabli pour notre intervenante. Je vous propose qu'on commence quand même sans perdre de temps. Et si Anne-Marie Jean nous rejoint, elle prendra le train en marche et je vous la présenterai. Je vous propose que chacun de nos intervenants s'exprime à tour de rôle, peut-être dans le même ordre que je vous ai salué, pour voilà, 7-8 minutes. On n'est pas une minute près, mais l'idée, c'est quand même, il y a pas mal de collègues qui sont pressants ce matin, c'est qu'il puisse ensuite y avoir un échange, qu'on puisse voilà, à la fois bénéficier de votre expérience et puis enrichir notre réflexion, pour finaliser ensuite ce rapport qui nous paraît important. Donc je vous laisse la parole et si Anne-Marie Jean nous rejoint, vous me le signalerez s'il vous plaît. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Écoutez, je suis honoré d'être devant vous et M. Guéret, l'autre jour, nous avons pu travailler. Je représente, vous m'avez présenté, je ne vais pas revenir, donc je préside effectivement Caussen Développement, qui est l'agence de développement économique du territoire Caussen, un territoire qui se situe sur l'axe Seine, entre la communauté urbaine du Havre et la métropole de Rouen, qui a depuis les années 30 un complexe pétrochimique important et qui est donc constitué de 50 communes. Alors je crois qu'il y a des slides qui sont prévus, je ne sais pas si elles vont passer. Et qui est constitué donc de 50 communes en communauté d'agglomération que préside Virginie Carollo, qui est d'ailleurs première vice-présidente d'Interco de France. Ce territoire, bien évidemment, il est aussi issu de la loi NOTRe, mais il s'inscrit dans une coopération intercommunale très ancienne, justement autour de ce complexe pétrochimique, à la faveur notamment d'un syndicat intercommunal d'une part, puis ensuite d'un district, avant que tout le dispositif nous permette de passer en communauté, de communes d'abord et d'agglomération ensuite. 50 communes, c'est 80 000 habitants quasiment, 26 000 actifs sur le territoire, et vous l'avez signalé, Monsieur le Président, 36% du PIB est d'origine industrielle. Alors vous savez, vous connaissez les chiffres, hein, c'est 12% au plan national, donc c'est que nous sommes un territoire marqué. Et deuxième élément, la moitié de ce PIB industriel est dans la chaîne carbonée. Donc il y a forcément ces enjeux de décarbonation qui ont été pris en compte, bien évidemment, par l'ensemble des entreprises qui constituent ce site. Alors, le site pétrochimique est en bordure de Seine, bien évidemment, mais vous voyez dans la... Alors, vous n'avez pas la slide. Vous voyez que nous avons effectivement... Vous les diffuserez. Donc, nous avons en fait un grand site que nous appelons Port Jérôme. Alors, Port Jérôme 1, Port Jérôme 2, Port Jérôme 3. Ça correspond bien évidemment à un écosystème qui s'est construit, d'abord, avec des entreprises qui gravitaient autour, de l'usine d'Exxon. Et ces usines, l'usine de raffinage d'une part et ensuite les usines pétrochimiques d'autre part, effectivement ont formé la richesse du territoire, bien entendu. Ce qui a été important dans cet écosystème, c'est que déjà l'économie circulaire, l'écologie industrielle a été au centre des préoccupations des entreprises
de faire en sorte que les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres, que les énergies perdues, l'énergie fatale, puissent servir aux autres. La collectivité, d'ailleurs, n'a pas manqué de s'inscrire, puisqu'elle a implanté son outil de traitement des déchets, justement pour produire de la vapeur, par exemple, donc avec un réseau de vapeur qui s'est développé. Nous avons, bien entendu, permis ce travail avec les collectivités pour qu'on accompagne, d'une façon générale, les entreprises. Ces écosystèmes, avec ces entreprises, la question de la décarbonation est vite arrivée. Et donc, c'est le recours à l'hydrogène, à la production d'hydrogène pour la décarbonation de la raffinerie qui s'est engagée. Alors, avec d'abord un opérateur qui s'appelle Plastic Energy, avec Exxon. Et puis ensuite, un projet de production d'hydrogène gris est arrivé, un second projet, et qui a donné lieu à un travail fourni. Alors je dis tout de suite, ça s'est fait aussi en collaboration avec l'Agence de développement économique de la Normandie, l'ADN, donc vous citiez les effets d'échelle. Je pense qu'il faut absolument rappeler cette nécessité d'être à la fois l'aigle et la tortue, c'est-à-dire de prendre de la hauteur et puis ensuite de descendre sur le terrain. Et c'est cette articulation-là qui me semble en tout cas tout à fait essentielle, et on descendra tout à l'heure jusqu'au niveau de la commune. Donc, premier élément, et ça a été racheté par Air Liquide pour donc produire cet hydrogène. À côté de cela, il y a aussi des productions de caoutchouc et cette capacité à essayer de sortir des caoutchoucs synthétiques. Nous avons donc Cabot, qui est une entreprise aussi, alors forcément qui pollue énormément, donc même chose, qui est tenue par ses objectifs et qui a souhaité aussi se développer dans cet écosystème. Mais au-delà de ça, nous avions cette volonté d'attirer la question du recyclage du plastique. Et donc là aussi, c'est l'agence de Normandie qui a proposé, donc entre l'articulation entre Hervé Morin, son président de la région, et puis Virginie Carollo, de dire l'implantation d'Eastman sur le territoire pour le recyclage des plastiques. Et on voit bien qu'avec ce projet, nous avons été en capacité de changer un petit peu de registre et de se dire que nous allons produire maintenant des plastiques à partir du plastique recyclé. Alors c'est un investissement important puisque c'est plus d'1 milliard d'investissements qui sont prévus. C'est lié bien évidemment aussi à la réglementation européenne qui est sortie récemment, qui pose un certain nombre de difficultés sur les origines du plastique recyclé, puisqu'on souhaitait aussi avoir des boucles plus locales. Et puis, nous avons aussi une entreprise belge qui s'appelle Futero, qui a décidé aussi de choisir ce lieu d'implantation, elle, pour faire du bioplastique. Donc, à partir de PLA, nous avons l'usine Tereos qui fournit en déchets du destrose, et à partir de là, on peut fabriquer du PLA, et de ce PLA, faire du bioplastique. Là encore, donc, on a une économie qui se remet en circularité, pour essayer de pivoter dans l'écosystème. Tout ça, alors je pourrais vous en passer d'autres, hein, on a tout un dispositif d'un certain nombre d'entreprises qui étaient ou historiques ou nouvelles, et tout ça a été percuté par la décision d'Exxon d'arrêter l'unité pétrochimique. Alors ça vient un peu trop tôt par rapport à l'anticipation que nous avions de faire bouger le territoire et de préparer l'après-pétrole. Et en fait, on est tenu par une accélération du dispositif. Et ce qui se passe, c'est que à la fois, donc, on est en train de mesurer les effets directs sur l'abandon du site, et d'autre part les effets indirects en termes d'emploi notamment et de chiffre d'affaires sur les entreprises qui étaient les sous-traitantes. La plupart des entreprises sont en capacité de faire face. Il y a vraiment 2 entreprises qui sont un peu plus en difficulté. Mais il n'empêche que notre rôle aussi est d'accompagner. Alors l'agence de développement, j'en dirai un mot juste après, l'agence de développement qui était en charge de faire la promotion du territoire, du développement économique, elle est aussi appelée
à la rescousse pour effectivement permettre les reconversions nécessaires. Et là se pose une deuxième question, donc je vous parlais des grands sites, c'est la question de la libération de l'espace. Et donc de ce qui pourrait vite être une friche industrielle. Alors vous savez qu'il y a des obligations, bien évidemment, de démantèlement et de dépollution du site. Et on remercie, d'ailleurs, la présidente remercie les sénateurs qui se sont associés à l'amendement visant à faire en sorte que la CFE continue à être payée le temps que le site n'est pas démantelé ni dépollué. C'est une très bonne décision qui a été prise là, reprise par la loi de finances, qui a passé d'ailleurs le Conseil constitutionnel, donc nous en sommes ravis, parce que c'est trop facile de laisser une friche, quoi. Donc de devoir continuer à payer l'impôt est essentiel. Alors ça pose la question derrière du foncier, parce qu'il s'agit de relibérer du foncier, de reconstruire l'industrie sur l'industrie. Et bien évidemment, à l'échelle de la construction du PLUI, ça n'est pas neutre pour la question des grands sites en la matière. Donc dans les métiers de notre agence de développement, eh bien sûr, je disais, nous faisons du développement économique. Pour faire du développement économique, il faut faire l'aménagement de zone. Donc nous avons un service aménagement, bien sûr, un service de gestion foncière et immobilière. Donc ça, ce sont les métiers classiques. Mais nous avons aussi, et c'est une particularité de notre agence, la capacité à accompagner, les compétences. Alors, la maison des compétences que nous avons en gestion, cette maison des compétences, elle a été construite à l'époque pour en fait faire le traitement, accompagner les jeunes un peu sans solution. Donc, vous connaissez les missions locales, etc., les organismes de formation qui répondent aux appels d'offres des régions, etc. On était dans un... Voilà, on prenait les jeunes ou les personnes sans emploi et on les accompagnait. Aujourd'hui, la maison des compétences, dans le nouveau contexte, elle a son utilité pour trouver les ressources humaines dont les entreprises ont besoin quand elles s'installent. Donc on a pivoté complètement dans la dimension et une entreprise, en fait, on s'en est bien vite rendu compte, elle cherche du foncier, elle cherche l'accessibilité, des ressources, etc. Mais aussi, elle cherche des compétences, elle cherche des talents et c'est devenu une vraie compétition et un vrai souci pour les entreprises. Donc, en disposant de cette maison des compétences dans l'agence de développement, bien entendu, ça aide, puisqu'on est sur tous les registres pour répondre aux besoins des entreprises. Dernier point, et on le disait tout à l'heure, nous faisons aussi l'accompagnement, le développement économique et l'accompagnement du commerce local, et cette fois-ci en lien avec les communes qui sont actionnaires de la SPL, donc dans des politiques classiques de revitalisation commerciale des centres, etc. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. J'en termine pour vous dire que donc le choix que nous avons fait, c'est effectivement le choix de recourir à une société publique locale. Donc c'est l'agglomération qui est le premier actionnaire, ainsi que les communes principales qui constituent le territoire de l'agglomération. Donc en gros les petites villes ou les gros bourgs, qui sont des bourgs commerciaux d'ailleurs. Et ce choix-là, il est fait pour avoir... Pourquoi ? D'abord, pour les entreprises, d'avoir comme interlocuteurs des collaborateurs de l'agence qui sont dans un mode de fonctionnement de société, ça ne dénigre pas du tout quand ils ont les fonctionnaires de l'agence de COSEN Aglo pour leur question d'urbanisme. Mais en fait, on joue sur les deux tableaux, c'est-à-dire une administration locale qui administre, et de l'autre côté, un outil qui fonctionne en mode société, donc avec un compte de résultats, avec un bilan, avec des agents de droit privé, pour certains d'entre eux qui sont en détachement, parce qu'ils sont attachés au territoire et c'est leur métier, etc. Et en fait, on est sur les deux registres. Donc beaucoup de réactivité dans l'agence et une fluidité avec les services de l'agglo. Parce que nous sommes un outil, et le premier outil de l'agglo, bien entendu. Donc il n'y a pas... en termes de politique, tout est aligné, bien entendu. Mais en termes de comportement, en termes de pratique, en termes de réactivité, on a vraiment aimé cela. Ce qui veut dire que on passe des contrats, c'est-à-dire que l'agglo nous confie le soin d'aménager une nouvelle zone.
ben voilà, on va calculer tout le temps nécessaire pour travailler à l'élaboration de cette nouvelle zone, à gérer le chantier, etc., à la livrer. Et puis à côté de ça, on a un service qui va faire en sorte de pouvoir y accueillir les entreprises. Donc à côté de la petite ville Bolbec, que je ne manquerai pas de citer, chère Céline, eh bien, il y a une zone de 80 hectares qui avait été conçue à l'époque et puis qui arrive à être quasiment saturée maintenant. C'est tout le travail en longueur, donc en profondeur, que nous avons conduit en la matière. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Peut-être une petite précision. On n'a pas manqué non plus de s'intéresser à l'économie sociale et solidaire. Donc on a un centre qui s'appelle Solicène, qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire et dont nous assurons la gestion. C'est aussi un outil complémentaire pour couvrir tout le spectre. Le président est très attaché à ce qu'on n'oublie personne, du petit commerçant, de l'auto-entrepreneur, jusqu'à Eastman qui veut installer son usine pour 1 milliard d'euros. Voilà, j'étais trop long, je m'en excuse, mais je voulais vous présenter. Merci. Alors je pense qu'Anne-Marie Jean nous a rejoint en visio. Est-ce qu'elle est là? Anne-Marie Jean, oui. Du coup, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Juste, je fais votre présentation et ensuite on continue les interventions avec M. Portier. Anne-Marie Jean, vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et représentante de l'association France Urbaine. Vous êtes chargée des questions économiques au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, l'une des seules métropoles aujourd'hui dépourvues d'agence de développement économique. Donc ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Vous pourrez sans doute nous présenter les raisons de ce choix et les atouts de ce modèle économique finalement différent de ce qui peut se pratiquer ailleurs. Vous êtes en outre présidente du port autonome de Strasbourg. Et le 31 janvier dernier, France Urbaine organisait justement une journée de travail consacrée à l'écologie industrielle territoriale, notamment à partir de l'exemple du port autonome de Strasbourg, dont vous pourriez peut-être également nous parler. Donc, vous aurez l'occasion de nous raconter tout ça dans quelques instants. On parcourt, on entend les différents intervenants. Voilà, il ne faut pas être trop long parce qu'après, il y a quand même beaucoup de collègues présents et il y aura des questions. Donc, l'intérêt, c'est aussi qu'on ait un échange. Donc, environ, voilà, on va dire 6 ou 7 minutes pour chacun. Nicolas Portier. Je vous avais préparé quelques supports. Je ne sais pas s'ils pourront être projetés. Voilà, donc je suis maintenant en effet enseignant à l'école urbaine, consultant, je fais pas mal de formations initiales et continues sur ces questions de développement économique, alors des grandes transitions. C'est le cœur de mon cours que je développe maintenant à Sciences Po, qui s'inscrit, ça fait 20 ans maintenant que j'enseigne dans le master stratégie territoriale et urbaine, et j'étais attaché à parler d'économie, parce que je trouve que c'est assez peu enseigné, ces questions d'économie locale, dans l'enseignement supérieur français. Alors évidemment, j'ai un parcours professionnel dans l'aménagement du territoire d'abord, j'ai piloté l'équipe de développement local de la DATAR pendant quelques années, et puis ensuite, après, j'ai rejoint... Après un bref passage à la Caisse des dépôts, pendant 17 ans, j'ai été délégué général d'Intercommunalité de France. Et j'ai connu beaucoup d'entre vous dans le cadre de ces fonctions. Alors, ces sujets me tiennent à cœur, c'est même un peu mon obsession, parce que je m'inquiète sur le modèle économique français, sur lequel je travaille aujourd'hui, et sur ce que j'appelle un peu l'extraterritorialisation de notre modèle économique, avec des éloignements de la décision dans toutes les filières, toutes les chaînes de valeur, et pas uniquement les grands groupes industriels. C'est dans toute l'économie de proximité que nous assistons en effet à un processus d'éloignement et de déterritorialisation de la décision, ce qui reformule complètement la façon, à mon avis, de piloter le développement économique local. Heureusement, nos territoires se sont beaucoup organisés sous l'effet des réformes que vous avez votées, enfin les parlementaires, des transformations, après 30 ans de débat, des premières années de décentralisation, puisque les développements économiques n'étaient pas réellement attribués comme une compétence exclusive, et au type de la compétence, de la clause générale de compétence, tout le monde intervenait dans un... On peut regretter cette période, mais j'ai beaucoup connu les rapports parlementaires au Cour des comptes qui critiquaient ces concurrences entre collectivités, ces pertes d'énergie
cette compétition permanente des collectivités et qui ne donnait pas forcément une organisation très efficiente, très performante, même les acteurs économiques s'en plaignaient. Alors, le Parlement a tranché, la loi NOTRe avait fait reposer sur deux niveaux pivots le développement économique. On a beaucoup progressé dans cette direction avec les schémas régionaux de développement économique qui ont pris une consistance renforcée, les schémas régionaux. Nous en sommes à la deuxième génération, je les ai un peu tous regardés, qui en effet déjà progressent dans leur rédaction, mais au niveau régional, avec les fusions des régions, on est parfois un peu loin du terrain. Et bien sûr, il fallait des interlocuteurs plus proches du terrain, et c'est ce qui a été choisi, notamment pour tout ce qui est le parcours résidentiel des entreprises, avec les intercommunalités, le foncier économique, les zones d'activité. Ce que je constate depuis 10 ou 15 ans, c'est quand même une progression sensible des ingénieries, des questions qui sont au centre de votre mission et de vos rapports. En termes d'équipe, l'Intercommunalité de France fait des enquêtes tous les 5 ans sur la montée en compétences, les recrutements, l'élaboration des stratégies. On a un gros tiers de communautés de communes qui ont maintenant une stratégie formalisée, le développement économique. Bien sûr, elles ont renforcer leur capacité à agir, elles sont plus grosses qu'avant, parfois trop grosses, vous me direz, mais en tout cas, ça a permis en effet à beaucoup d'intercommunalités de passer le seuil critique des 20 000 habitants à partir, bien sûr il y a des contre-exemples, mais à partir duquel on commence à structurer un service économique. Parfois ce service économique, c'est une personne, un équivalent temps plein, voire moins, mais souvent on commence à avoir 2, 3 personnes, et c'est important parce que les questions du jour nécessitent des technicités, des qualifications qu'on ne peut pas greffer sur un seul sachant. Donc on voit bien qu'il faut aller vers quand même des équipes pluridisciplinaires. Nous avons bien sûr des métropoles, communautés urbaines très structurées, souvent depuis longue date, avec des équipes souvent supérieures à 10, 15 personnes, voire plus. Dans les agglomérations, ça dépend de leur taille, mais on commence aussi à avoir des équipes d'une certaine dimension. C'est bien sûr encore en gestation dans les communautés de communes. Alors sur ce support, on va aller assez vite, je vous ai mis un petit peu des illustrations d'une à la fois diffusion des pratiques, du modèle, du schéma de développement économique du territoire, qui parfois se spécifie aussi sous l'angle commercial. Il y a des schémas aussi dans le domaine du tourisme. En tout cas, on voit progresser, même si ce n'est pas généralisé et loin s'en faut, ces pratiques, de projets économiques, de volets économiques d'un projet de territoire. On voit monter en compétence progressivement à la fois les équipes élues et les équipes techniques autour de ces questions économiques. Nous avons des plans thématiques, je disais, dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons en effet derrière le volet général, nous avons des spécifications qui progressent un peu partout en France, dans tous les types de territoires. J'ai mis quelques exemples en lien que vous pourrez consulter. On va passer de slide sur le slide suivant. J'ai voulu insister, peut-être vous l'avez déjà consulté, je l'avais donné à vos équipes. Nous avions, avec mon association et d'autres partenaires, réfléchi à un référentiel des métiers du développement économique territorial. Maintenant, il faudrait le rafraîchir certainement, mais je pense que je l'ai consulté récemment. Il a assez bien vieilli pour essayer de voir quels étaient les profils, les besoins des collectivités, les besoins en termes de compétences, et voir en effet si notre appareil de formation, initiale ou continue, pourvoyait un petit peu ces besoins de qualification, d'expertise, que ce soit dans l'analyse socio-économique des territoires, le décryptage en effet des moteurs d'un territoire, de ses dynamiques, que ce soit dans la conduite de projets collaboratifs, l'économie de plus en plus collaborative, on parle de chaînes de valeur, de réseaux d'entreprises, de clusters, qui nécessitent en effet des savoir-faire, des savoir-être en termes d'animation, dans l'employabilité aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui portent, on l'a bien vu dans les difficultés de recrutement des dernières années, on a des sujets en effet de formation, on a des sujets d'accès à l'emploi, mais aussi on a des sujets de définition de formation dans des délais courts pour pouvoir répondre à des besoins des entreprises, dans les sujets d'attractivité, de promotion économique, et puis dans tout ce qui va être l'accueil des entreprises, l'accueil physique en termes de services support, bien sûr les questions foncières qui vous préoccupent, les questions d'immobilier d'entreprise. Ce sont des métiers qui se spécifient, puis ça peut être aussi bien sûr des profils plus orientés vers les professions du tourisme, ou un certain nombre d'équipements qui contribuent à promouvoir le territoire. Donc tous ces métiers en effet montent en compétences, en technicité. Une étude des agences de développement, le CNER, le Conseil national des économies régionales, avait fait une petite évaluation et évalué il y a quelques années, c'est pas si vieux, 8 à 10 000 à peu près les professionnels répartis sur les territoires qui interviennent dans ces différents champs.
Voilà, il faudrait peut-être mettre à jour ces données, mais on voit que c'est quand même un bassin d'emploi en quelque sorte important qu'il faut organiser en termes d'ailleurs de circulation des compétences. Le gros sujet que nous avons, bien sûr, c'est pas forcément le nombre, c'est la formation, les dispositifs de formation initiale et continue. Je trouve, comme je l'ai dit, que les solutions, l'offre des formations est peut-être un peu faible sur ces sujets-là, aussi bien dans l'enseignement supérieur qu'en dans les instituts de formation continue, y compris peut-être, même si ça progresse, au sein de la fonction publique territoriale. Donc il y a certainement un sujet formation à aborder pour arriver à entretenir les qualifications par la formation continue. Alors il y a des réponses. Je participe moi-même à une nouvelle formation qui a été créée au CNAM, formation continue, notamment où il y a pas mal d'animateurs de territoires d'industrie, par exemple, qui vous préoccupent, et à juste titre. Et donc je pense qu'il faut multiplier ces initiatives un peu dans toutes les régions de France, d'avoir des lieux, en effet, d'intelligence économique, mais aussi de formation, encore une fois, initiale ou continue. On va avancer. Je voulais indiquer qu'au-delà des collectivités, il faut regarder aussi les opérateurs des collectivités, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont externalisées, soit dans des entreprises publiques locales. Jean-Marc évoquait celle de Cossenaglo, que je connais bien, des agences sous ce statut, soit des agences sous statut associatif, mais c'est aussi les outils d'accompagnement de la création d'entreprises qui ont beaucoup progressé, qui maillent tout le territoire national avec des professionnels extrêmement compétents. Ce sont bien sûr des structures d'accueil des jeunes entreprises, les pépinières, les hôtels d'entreprise. Maintenant, on voit émerger les tiers-lieux. Ce sont tous les intervenants qui sont dans le sujet de l'employabilité, les maisons de l'emploi, les missions locales. Donc, en effet, le tourisme, dans les offices de tourisme ou les comités départementaux et régionaux, voilà, on peut considérer que l'écosystème du développement économique local est fait bien sûr des équipes internes des collectivités, dans les intercommunalités et régions notamment, mais aussi dans ces outils qui prolongent l'action des collectivités, qui la mettent en œuvre. On peut parler aussi des établissements publics fonciers qui étaient très centrés sur le logement et qui commencent maintenant à développer quand même beaucoup plus de compétences dans le champ économique. On va avancer. Sur la slide suivante, je voulais indiquer également que le partenariat des collectivités avec des représentants du monde économique sont fondamentaux, se sont beaucoup transformés. Les chambres consulaires, comme vous le savez, ont été très affaiblies par les réformes en termes de moyens. Donc elles ont, il y a 30 ans, au début de la décentralisation, elles voyaient très très mal la montée en puissance des collectivités dans le champ économique. Je crois que ces sujets-là sont derrière nous. Les travaux, les partenariats entre collectivités et chambres consulaires ont beaucoup progressé, sont formalisés dans des conventions. Ce qui progresse également, c'est le dialogue avec les fédérations professionnelles. Les grandes fédérations présentes dans les territoires, c'est surtout l'UIMM, le bâtiment, la CAPEB, les métiers de l'hôtellerie, bien sûr le monde agricole. Les MEDEF se sont structurés à une échelle plutôt départementale, régionale, les MEDEF territoriaux, mais là aussi je pense qu'on a beaucoup progressé dans le dialogue. Ce qui a beaucoup progressé en 20 ans, 25 ans, ce sont aussi les clubs d'industriels, les clubs d'entrepreneurs qui n'existaient pas trop. Et maintenant, moi j'en recense en effet plus de 2000, mais vraiment au doigt mouillé, une projection à partir d'un échantillon de départements que j'avais analysé. En tout cas, c'est en effet cette structuration du monde économique permet en effet aussi un dialogue, un partenariat plus étroit entre le monde public et le monde privé. De même, les grands établissements publics, les ports autonomes, les universités, me semblent beaucoup progresser dans le travail, dans l'insertion dans ces projets de développement économique. Donc voilà un petit peu, je ne veux pas être plus long, simplement quelques grands enjeux. On va peut-être aller directement à la dernière image pour introduire. Voilà. Je pense qu'on a maintenant besoin d'être au-delà par rapport aux ingénieries du développement local généraliste, du mouton à 5 pattes que recrutaient les collectivités il y a encore 15 ou 20 ans. On voit bien que maintenant on doit aller, ces développeurs de première génération, maintenant ce peloton de chefs d'équipe, on voit monter maintenant des besoins de compétences beaucoup plus techniques, notamment sur le foncier économique. On est maintenant on n'est plus là simplement à créer des zones d'activité sur des champs de patates. Maintenant, il va falloir faire bien sûr de la requalification de fonciers pollués, complexes. Ça nécessite bien sûr des expertises techniques. On a un gros sujet pour des territoires peu denses, c'est d'arriver à proposer des plans de carrière et d'attirer ces compétences, de les retenir. C'est ça le problème fondamental. C'est bien sûr
le coût, le salaire, le cadre d'emploi, l'attractivité du territoire, et c'est bien sûr des problèmes que les territoires de faible densité, ruraux, petites villes, bassins industriels en déclin, voilà, c'est les perles rares, comment on arrive à attirer des jeunes diplômés, ceux que je forme moi, que j'essaie d'intéresser à ces questions économiques. Ils ne juraient, c'est vrai, il y a une dizaine d'années que par les métropoles, ce qui était très bien. Maintenant, il faut arriver à leur donner en effet envie d'aller dans un bassin industriel, d'être dans une logique de remontada dans un territoire difficile. Alors, dernier point, pour ne pas être trop long, vous aurez ces supports. Le lien avec la fiscalité, bien sûr. J'ai toujours plaidé pour que les collectivités comprennent, et notamment les intercommunalités, le lien qu'elles ont entre le développement économique et entre leur propre développement, leur propre financement et le développement économique, puisqu'une part essentielle du financement du bloc communal, mais surtout des intercommunalités, provient des entreprises, et il faut en avoir pleine conscience. Et il y a un retour sur investissement de ce développement économique local, à travers, bien sûr, bon, il n'y a plus la CVAE, mais la CFE, la part foncière de la taxe, la part entreprise de la taxe foncière, la TASCOM, les IFER, et donc il faut aussi avoir un raisonnement sur ces questions fiscales et maintenir ce lien très étroit, cet intéressement des collectivités via les retombées en termes de fiscalité locale. Vous avez évoqué tout à l'heure les sujets d'énergie renouvelable, etc. Je suis très sensible aux modèles qui permettent de territorialiser la valeur, avoir des retombées pas uniquement par les IFER, mais où les collectivités commencent à produire elles-mêmes. D'abord, ça facilite l'acceptabilité des projets, mais en plus, il y a des retombées économiques, des dividendes de ces projets dans les territoires. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, nous continuons. Alors, M. Vincent et Sylvine, vous faites à deux voix. Oui, voilà. je vais faire court, c'est surtout Sylvine. Et encore une fois, voilà, si on peut essayer de contenir le temps de manière à ce qu'on ait un échange ensuite avec les collègues, qu'on entende aussi nos 4 rapporteurs. Merci. Absolument. Nous, on va vous dire quelques enseignements tirés d'un programme qu'on mène en ce moment qui s'appelle Rebond. Alors, moi, je suis un ancien du développement économique. J'ai été dans une agence régionale de développement économique du Limousin. Je ne sais pas si Jean-Jacques Lezac s'en souvient. Donc, moi, j'ai connu de l'intérieur ce que c'était une agence de développement dans les années 2000. Et la chance que j'ai eue avec Rebond, c'est que un peu comme on l'entend dans la présentation de Nicolas, en fait, les choses ont considérablement changé. Et dans ce programme Rebond, on a essayé à la fois de regarder de près les problèmes vécus par les acteurs du développement économique, donc essayer d'être au plus près de ce qu'ils nous disent, de leurs problèmes autour de la gestion du foncier, mais aussi des problèmes plus quotidiens et plus triviaux, on verra. Et puis de l'autre main, essayer de renouveler un peu nos visions du développement économique. Et vous verrez que dans ce programme, on a regardé ce qui se passait aussi à l'international. Et aussi ce qui se passait du côté des nouvelles théories de développement économique, plus articulées avec les questions écologiques et sociales. Donc on va essayer de vous raconter ça en quelques mots. Merci. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Donc effectivement, comme le précise Stéphane, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant qu'on mène ce programme Rebond, qui est soutenu par l'ADEME, par le CEREMA, France Urbaine, Intercommunalité de France, et puis la Fondation de France également, et dans lequel on a embarqué une dizaine de collectivités qui sont aussi bien des métropoles comme Lille, comme Nantes, Bordeaux, etc., que des territoires plus ruraux, comme par exemple le PETR de Figeac, ou la Puisée-Forterre, ou également le bassin de Pompée. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est déjà que, aussi diverses que soient ces collectivités, elles se posent les mêmes questions, qui sont comment est-ce que on repense non seulement l'ingénierie, mais aussi les finalités de nos politiques de développement économique dans un contexte où elles en considèrent aussi les limites, et puis où elles se trouvent confrontées à des problèmes qui ne sont pas que des problèmes économiques, mais qui sont aussi, par exemple, le rejet de plus en plus régulier d'implantation d'entreprises par des collectifs d'habitants, à des entreprises dont le modèle économique dépend de l'eau qui se raréfie, comme on voit à Grenoble, etc. Donc on voit bien que le développement économique, aujourd'hui, on ne peut plus le penser en silo, mais on est obligé d'avoir une vision grand angle, et c'est un peu ce qu'essayent de porter aussi ces nouvelles théories du développement économique. Peut-être diapositive 2.
Avec ces collectivités, on a travaillé du coup sur de quel changement de paradigme on a besoin pour reconsidérer justement les politiques de développement économique en sortant du modèle décrit par Olivier Bouba-Olga comme le modèle CAM, qui repose sur la compétition entre les territoires, l'attractivité comme principal objectif et des dynamiques centrées sur les métropoles. Et donc comment est-ce qu'on repense aussi dans cet axe-là. Et donc repenser les finalités du développement économique, c'est, comme je le disais, comme on l'a vu un peu aussi tout à l'heure, c'est pas uniquement repenser l'ingénierie, mais c'est aussi, par exemple, se poser des questions d'évaluation du développement économique. Et ce qu'on a vu dans notre enquête, c'est que l'évaluation du développement économique, elle est très souvent centrée sur des dispositifs. Est-ce que les dispositifs sont efficaces, mais beaucoup moins sur la question des finalités. On voit par exemple que tous les nouveaux indicateurs, comme les indicateurs IBEST, de bien vivre à Grenoble ou autres, prennent peu en compte en fait le développement économique, qui s'attache plutôt à d'autres pans de l'action publique. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. Et puis aussi de se dire comment est-ce que l'évaluation, ça devient aussi une compétence beaucoup plus intégrée, beaucoup plus régulière, donc avec plutôt une posture évaluative dans les équipes. Et par exemple, à titre d'exemple, on peut donner le projet RêveMed, qui est un projet qui a regroupé plusieurs collectivités méditerranéennes pour monter en compétences collectivement sur ces questions d'évaluation, pour monter aussi des évaluations croisées qui permettent de comparer les territoires, etc. Diapositive suivante, si vous voulez bien. Peut-être un autre enseignement qu'on a pu voir, c'est l'importance des dynamiques interterritoriales. On voit bien que de plus en plus, et enfin ça rebondit avec ce que posait Nicolas Portier, on a besoin d'avoir des approches qui combinent les territoires plutôt que des approches qui les mettent en opposition. Et donc pour illustrer ça, on voit par exemple des expériences comme celle de l'Agence de développement économique des Pays de Loire, qui travaille sur des formes de mutualisation de développeurs économiques avec les communes pour travailler à différentes échelles. La métropole de Toulouse qui travaille sur des prêts de compétences entre les collectivités. On voit aussi, par exemple, le besoin de plus en plus d'animer des nouvelles formes d'alliances, de coopération, y compris avec tout le pan des entreprises et des réseaux d'entreprises qui pensent leurs responsabilités territoriales. Et on voit bien que ça se passe peut-être un peu moins dans les chambres de commerce, mais peut-être plus dans des mouvements comme les conventions des entreprises pour le climat, comme Impact France, etc. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à bâtir des alliances avec ces instances-là, aussi en partant du constat que les collectivités touchent peut-être sur leur territoire 5 à 10% des entreprises. Donc on a un vrai besoin de retisser des liens. Et donc à titre d'exemple, on peut donner par exemple la métropole de Rennes qui participe à la Convention des entreprises pour le climat, la région Bourgogne-Franche-Comté qui accompagne ces coopérations, ou par exemple Impact France qui fait partie de la gouvernance de l'agence de marketing territorial du Grand Lyon. Donc ça illustre aussi justement les besoins des développeurs économiques d'être de plus en plus des animateurs, de savoir traiter aussi bien les gouvernances que les conflictualités, et aussi de développer une pensée, une vision plus stratégique également, et pour repolitiser justement la question du développement économique. Et enfin, dernière slide. Comme le disait Stéphane, ce qu'on observe et qui s'accélère aussi, c'est le développement de nouvelles théories du développement économique qui de plus en plus cherchent à se territorialiser. Donc par exemple l'économie du donut qui essaye de penser le développement économique entre le plancher social et le plafond environnemental, comment est-ce qu'on pense le développement dans cette juste part, ou le community wealth building qui essaye de penser plutôt les finalités de l'économie en direction d'enjeux de justice sociale, et qui combine à la fois des approches autour de l'utilisation de la dépense publique, de l'utilisation du foncier, de l'épargne locale, etc. Donc des approches très systémiques. Ce qu'on voit, c'est que ces approches se développent aussi
auprès des collectivités françaises. On voit par exemple Valence Roman qui se sert du donut pour former ses équipes, Grenoble qui aborde le donut plutôt comme dans une démarche de prospective. Mais ce qu'on voit, c'est qu'elles ont du mal à rentrer vraiment dans le réacteur de la décision publique et que c'est plutôt des greffons sur des approches du développement économique qui restent, somme toute, assez traditionnelles. Et donc, au regard de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un angle à travailler sur la question de la formation des élus qui serait vraiment clé. Et on voit qu'il y a une très grande diversité de ce qu'on appellerait la littératie économique des élus. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à repenser la formation des élus à l'aune de ces nouveaux enjeux pour entraîner des bifurcations dont on a tous besoin. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, Anne-Marie Jean est toujours avec nous. Allô, allô. Alors. Oui, je suis bien là. Vous êtes bien là. Bon, on ne vous voit pas encore, mais on vous entend, Anne-Marie. Donc, je remets la caméra. Voilà. Voilà, super, voilà, parfait. Donc, j'ai présenté un peu vos fonctions actuellement, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Mais voilà, ça nous intéresse de vous entendre à travers l'exemple de la métropole de Strasbourg et toutes les actions que vous menez avec un modèle un peu original en matière de développement économique. Très bien, merci beaucoup de votre invitation ce matin. Très heureuse, cher Bernard, de te retrouver dans ce contexte après nos aventures communes à la Commission supérieure du numérique et des postes. Et bonjour à toutes et tous, sénateurs, sénatrices. Mes excuses de ne pas être physiquement présente avec vous ce matin, c'est toujours préférable, mais je suis en congé pour tout vous dire, et donc d'où aussi mes difficultés de connexion ce matin. Alors, d'où je parle, je vais parler à la fois de Strasbourg, bien sûr, qui est l'expérience que je porte, mais un petit peu aussi de France urbaine que je représente ce matin, et des problématiques qui sont propres aux intercommunalités urbaines. On en a beaucoup qui sont complètement communes entre tous acteurs économiques, mais les questions de rareté du foncier, de coût du logement, etc. sont plus prégnantes en milieu urbain et forcément impactent nos visions des politiques de développement économique. Alors, à Strasbourg, nous, effectivement, je vais démarrer par cela puisque tu l'as cité, Bernard, nous n'avons pas d'agence de développement propre à la métropole. En fait, on a une direction du développement économique qui est active, qui a des agents en charge de développement économique, mais nous avons fait le choix de nous appuyer sur les agences mutualisées, je dirais, celles qui sont en tout cas sur des échelles territoriales plus larges. Historiquement, il y a une agence en Alsace qui s'appelle l'ADIRA, et c'est vrai que l'Alsace est un territoire assez petit, c'est 2 départements seulement, très dense. Le bassin de vie, c'est presque l'Alsace en tant que tel, et du coup ça paraissait pertinent à tout le monde d'avoir une échelle de travail pour le développement économique qui soit celle-là. De même, la CCI, très tôt, c'est bien avant les mouvements de rapprochement qu'il y a eu les 5-10 dernières années, la CCI s'était mise aussi sur cette échelle Alsace. Donc voilà, on avait tous adopté cette échelle, d'où d'ailleurs quelques difficultés une fois que les grandes régions se sont créées et que la compétence développement économique a été attribuée aux régions. Parce que la région Grand Est à laquelle nous appartenons, les problématiques de développement économique n'ont strictement rien à voir quand on est en Haute-Marne ou dans la Meuse, ou quand on est en Alsace et plus particulièrement à Strasbourg. Donc il y a eu quelques débats, je ne vais pas m'étendre longuement dessus, mais ça a été vraiment quelque chose qui a finalement perturbé l'activité de tout le monde, à s'entre-déchirer pour savoir où devait être la compétence. Et donc finalement, l'ADIRA subsiste en tant qu'agence de développement sur le territoire Alsace, dont tout le monde a reconnu que ce n'étaient pas les mêmes sujets que pour les autres ex-régions du Grand Est, mais bien dans un cadre concerté et cofinancé avec la région qui garde un tête de filat économique, et notamment dans les politiques publiques diligentées par la collectivité régionale. C'est clair que les moyens et les compétences sont au niveau de la région. Au-delà en fait de ce débat sur quelle est la bonne échelle, ce qui me paraît important, c'est que l'échelle retenue est une pertinence avec la nature de l'économie. Je pense qu'il y a des territoires où l'intercommunalité va être la... On n'entend plus. Alors, on n'entend plus. Oui. Alors, si Anne-Marie
Si Anne-Marie nous a quittés, si elle était dans le Cantal, la connexion serait parfaite. C'est tout un symbole, ce qui s'est passé. C'est tout un symbole. Voilà. Bon, écoutez, je vous propose que si elle ne nous rejoint pas, on va... Elle poursuivra tout à l'heure. Je vais passer la parole à nos rapporteurs qui souhaitent s'exprimer. Juste au gré d'une réponse, Nicolas, tu as évoqué, ça m'intéressera d'avoir ton regard, tu as évoqué tes responsabilités à la DATAR. Aujourd'hui, on entend des voix qui s'élèvent depuis longtemps pour dire qu'il n'y a plus de politique d'aménagement du territoire. Du temps de la DATAR, il y avait une volonté de l'État d'aménager le territoire. Toi qui as eu des responsabilités à la DATAR, ça m'intéressera d'avoir ton regard sur cette question. Voilà, alors peut-être dans l'ordre sur ma droite, Daniel Guérin. Merci, mesdames, messieurs. Une question peut-être pour Monsieur Jean-Luc Vasse. Vous l'avez montré au travers de l'exemple de l'agence COSEN. Les sociétés publiques locales facilitent la mise en œuvre des projets. L'un des enjeux est donc, dès lors, de sensibiliser les petites communes et les collectivités qui pourraient être éloignées de cette culture encore, en les convainquant des avantages qu'elles pourraient tirer de la participation à ces sociétés publiques locales. Et il m'intéresserait de vous entendre sur les éventuelles pistes que vous pourriez proposer dans cette perspective. On va peut-être, on fait intervenir, ouais, puis on répond après, sinon on n'arrivera pas au bout. Ouais. Merci. Sonia. Donc, merci pour vos contributions qui sont extrêmement complémentaires. Donc, moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, la question de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Qui prend ça en charge dans vos territoires, ou quels sont les outils d'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce qu'on sait que c'est un des sujets, une des questions qui se posent techniquement sur le terrain, et en matière de développement économique, il y a quand même des particularités spécifiques. Et la question qui en découle à partir de cette AMO, c'est quid de l'ingénierie de transformation des friches, parce que pour le coup, il y a aussi des compétences extrêmement particulières, notamment en matière de pollution des sols, enfin de dépollution, etc. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des besoins, y compris au plan national, pour pouvoir former plus de professionnels sur ce sujet très particulier de la dépollution, des pollutions des sols, etc. Mon deuxième sujet m'a été suggéré par Anne-Catherine Loisier, qui a dû s'absenter, notre collègue Anne-Catherine Loisier, la question de territoire d'industrie, parce que ça a été évoqué une ou deux fois, mais pas, voilà, alors que c'était quand même présenté comme étant vraiment un sujet de réindustrialisation dans les territoires, enfin, labellisation, etc., etc. Quel regard vous portez sur territoire d'industrie? Quel est le retour, quoi, sur investissement, entre guillemets, et notamment la question des fameux sites clés en main, c'est-à-dire on projette sur un territoire une mise à niveau, enfin un site clé en main pour accueillir. Il y a une demande d'entreprise, un territoire demande, il y a un site clé en main. Enfin, comment tout ça fonctionne, notamment avec l'ingénierie nationale et ce qui est proposé par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et puis mon dernier sujet, c'est celui de la planification, parce que ça n'a pas été tant évoqué que ça, comme ça, une ligne parmi d'autres, mais en réalité, avec l'histoire des poupées russes, des outils de planification, et puis la lourdeur finalement pour pouvoir et construire et faire évoluer, et donc finalement qui est complètement contradictoire avec la nécessité d'être hyper réactif dans le domaine économique. Comment vous voyez ce sujet-là, et notamment bien un peu la norme et les contraintes descendantes qui s'imposent dans les territoires et qui font qu'on a l'impression de passer son temps à planifier, et que la planification n'aboutit qu'à un autre document de planification. Je vous remercie. Merci Sonia. Jean-Jacques? Oui, merci pour vos interventions, vos témoignages, vos observations, votre volonté aussi de théoriser, un peu de conceptualiser
ce phénomène qui est en plein développement, c'est-à-dire une approche de plus en plus territorialisée du développement économique et qui va quand même dans le sens tout simplement de l'esprit de décentralisation. L'une des raisons d'être de notre mission d'information, c'est de voir si toutes ces structures d'ingénierie qui se multiplient depuis une quinzaine d'années, de nature différente, d'échelons différents, parfois d'échelons régionaux, donc les agents de développement, d'échelons départemental, voire infradépartemental, parfois des structures de nature privée, les SPL, les agents d'urbanisme, etc. C'était de voir si tout ce système-là, en quelque sorte, fonctionnait de manière harmonieuse. Si effectivement il n'y avait pas des doublons, des redondances, etc. Donc est-ce que d'après vous la situation est perfectible et si oui, quelles améliorations à apporter? Et puis quel regard vous jetez également, parce qu'on a eu beaucoup d'observations là-dessus, sur le côté un peu descendant au sens autoritaire du terme, des ingénieries émanant de l'ANCT au cours de ces dernières années avec toutes les procédures que vous connaissez, Village d'avenir, Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, etc. Merci Jean-Jacques. Alors on a retrouvé Anne-Marie, mais je te propose Anne-Marie, tu réinterviendras dans le cadre des réponses aux questions. Je poursuis. Céline. Merci beaucoup à tous pour vous exposer. En complément de ce que viennent de dire mes collègues, on voit effectivement que les collectivités sont très volontaristes et imaginatives, créatives, innovantes en matière d'ingénierie et de développement économique, puisque la finalité, c'est celle-là derrière. Mais du coup, et dans la plupart de nos auditions, on a parfois l'impression que l'État est absent, sauf effectivement pour apporter des contraintes, demander des documents de planification ou autres. Or, les sujets que vous avez évoqués les uns et les autres sont des sujets stratégiques. Et on a aussi évoqué, le président a commencé ses propos sur ces termes, des sujets de souveraineté. Et donc, comment pour vous doit s'articuler à la fois cette décentralisation à laquelle on est tous très attachés et dont on voudrait qu'elle progresse encore, mais aussi le rôle de l'État, y compris au plan de l'ingénierie, pour que, et le président évoquait la DATAR, pour que des grands caps stratégiques de transition à effectuer puissent entrer en dialogue avec ce que chacune des collectivités peut produire. Et puis, peut-être en marge du sujet ingénierie qui nous préoccupe aujourd'hui, vous êtes plusieurs à avoir évoqué, ce que je partage, le lien important et qui peut se traduire fiscalement entre un territoire et son développement économique. On voit les évolutions récentes de la disparition de l'ATP, enfin, et toutes les évolutions récentes. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver tôt ou tard, ou est-ce qu'on n'est peut-être déjà pas dans une contradiction entre une volonté de rendre nos entreprises et l'économie plus compétitives, qui se traduit de manière un peu... qui se traduit de manière évidente pour certains par une diminution des coûts et donc de la fiscalité, mais le revers de la médaille, c'est que ce lien peu à peu disparaît et s'étiole. Merci beaucoup Céline. Je vous propose peut-être qu'on prenne l'ensemble des questions et ensuite on fera un tour pour les réponses globalement. Alors, Grégory. Merci Monsieur le Président. Merci pour l'ensemble des exposés. Moi, j'ai deux questions, remarques en même temps. Vous avez dit les uns et les autres, effectivement, que on voit une forme d'amélioration dans la prise en charge par l'ensemble des collectivités. Bon, quand on est élu local, on le sait bien, depuis effectivement une vingtaine d'années, peut-être même un peu avant, chacun cherche à mettre en place des outils pour sensibiliser, accompagner, et c'est bien. Mais très souvent, en fait, on fait aussi du mécano institutionnel, ça a été dit, pour essayer de, entre guillemets, donner un peu de lisibilité aux acteurs sans forcément que ce soit évident. C'est-à-dire, la région va essayer de travailler avec les communes. Voilà, on va essayer de mieux articuler l'ensemble des acteurs entre eux.
Quand on est chef d'entreprise, notamment d'une petite entreprise, on a le nez sur le guidon. Il y a 3 sujets qui relient à ces agences. Ça a été dit en creux, c'est le foncier, l'emploi, mais aussi les problèmes de trésorerie. Et surtout ça, quand on est dans le dur. Au final, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont prêts à nous écouter, mais sur ces sujets-là, les réponses sont quand même extrêmement compliquées à bâtir pour une raison simple, c'est que ça nécessite des acteurs, et notamment de la prise de décision des élus, qui soient adaptés, prises dans le pragmatisme, mais surtout avec une prise de risque. Et là, on peut mettre toutes les agences du monde autour de la table. Quand il faut prendre un risque au niveau en tant qu'élu, c'est quand même une décision extrêmement personnelle. Et ça ne ressort pas, permettez-moi de le dire, dans les exposés que vous avez faits. Donc je voulais vous interroger sur ce point-là parce que, je veux dire, on peut évoquer tous les mécanos institutionnels du monde. À un moment donné, il y a quand même une réalité sur les territoires. La deuxième remarque, dans la continuité de ce que viennent de dire mes prédécesseurs, c'est l'enchevêtrement des structures. Et vous l'avez dit en creux, il y a des acteurs territoriaux. On a eu plusieurs phases. On a eu d'abord la phase de structurer des agences, souvent départementales d'ailleurs, face à une multiplicité de communes, et avec, à l'époque, des territoires institutionnels sans doute peu adaptés aux territoires économiques. Donc les départements ont mis les choses en place. Vous en avez parlé aussi. Dans un deuxième temps, notamment dans les années 2000, on a vu apparaître, enfin vous en avez parlé, un peu parlé finalement, et c'est sans doute un sujet. Dans les années 2000, on a vu apparaître la logique de grappe d'entreprise, l'apparition des pôles de compétitivité, avec une logique de développement de filières économiques. Et puis la troisième phase, que vous avez beaucoup plus traitée depuis la loi NOTRe, le développement de nouvelles agences locales dans le cadre des nouveaux territoires, avec une redistribution des compétences entre la région et les intercos, pour le dire rapidement, mais qui se sont fait dans le même temps qu'une reconfiguration effectivement des CCI, des MEDEF, etc. Moi, je le dis, dans une période où on a moins d'argent public, ou en tout cas la question de l'efficience de l'argent public, on a aussi une surmultiplication d'acteurs qui est réelle, mais qui n'est pas que réelle au niveau des agences de développement économique, qui se croise aussi avec cette logique de structuration des filières, et c'est là qu'on bute. Parce que tout ça est financé par de l'argent public. Et à un moment donné, forcément que quand on interroge l'efficience, on n'interroge pas uniquement l'efficience des agences de développement, on interroge l'efficience de l'ensemble des dispositifs de développement économique. Et ça, c'est pas forcément clair et c'est pas forcément lisible. Merci Grégory. Bernard Buis, essayez de contenir un peu le temps de manière à ce qu'on puisse ensuite avoir des éléments de réponse. Non, mais je vais être très rapide puisque je rejoins totalement l'orateur précédent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à la loi NOTRe et l'idée de la loi NOTRe de départ, où c'était une compétence économie, région et puis après communauté de communes, il me semblait qu'on allait avoir simplifié. Et depuis 20 ans après, 30 ans après, on voit une superposition de structures différentes. Alors, un endroit, ça s'appelle agence d'attractivité, un autre endroit, ça s'appelle autrement. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il manquerait pratiquement un guichet unique pour que l'entrepreneur sache à qui s'adresser, parce que c'est le parcours du combattant, et puis du coup, on perd beaucoup d'efficacité et beaucoup de temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir un rôle. Et puis alors après, est-ce que le rôle de l'État, vous l'avez peu évoqué, mais ça a été évoqué précédemment, ne serait pas un peu de restructurer tout ça, et puis de dire l'État est compétent uniquement pour les grands projets, les gigafactories, on l'a vu, etc. Et puis après, sur le terrain, c'est les régions et les communautés de communes, point. Merci Bernard. Franck. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à chacune et chacun d'entre vous pour vos présentations très intéressantes et suggestives. Moi, notamment à partir de la lecture d'auteurs comme Pierre Vels, que vous connaissez certainement, dans un cadre qui s'impose à nous tous dorénavant, suivi d'une transition écologique qui d'ailleurs fait l'objet d'une planification au plus haut niveau. Je voudrais savoir quelle est votre analyse
de la situation des territoires au regard de ces futurs enjeux de développement absolument fondamentaux. J'ai entendu avec plaisir le fait que vous disiez souhaiter une localisation, une territorialisation de la valeur ajoutée. Moi, je vis sur mon territoire, je suis gersois, une situation économique avec un déclin agricole important et des questions qui se posent quant à la nature de l'économie nouvelle, désirable, qui va prendre la suite, dans le meilleur des cas, et on travaille à ça, de cette économie agricole, agroalimentaire, déclinante pour des raisons diverses et variées, dont la responsabilité ne revient pas d'ailleurs aux agriculteurs. Voilà, mais je ne détaille pas ce point-là. Voilà, quels sont pour vous, au-delà de la question de l'ingénierie pour laquelle vous vous êtes exprimé, de l'ingénierie territoriale, quelles sont les conditions à réunir pour que finalement la transition écologique et ce qui en découle, à savoir une nouvelle économie, constitue plus une opportunité qu'une menace pour les territoires ruraux qui, pour certains d'entre eux, et trop souvent évidemment, sont en difficulté, je dirais, par rapport à l'économie classique que l'on connaît encore aujourd'hui, quoi, pour dire les choses. Voilà. On a vu avec votre présentation la multitude d'intervenants dans ces questions d'ingénierie. Il y a évidemment de la déperdition dans tout ça, me semble-t-il. On a des régions qui sont en charge de la planification économique à travers les SRD, E2I, etc. Certains territoires en sont très loin. Voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment dommageable et que ça nécessiterait d'être repensé dans le cadre de la planification écologique nationale qui nous est proposée et qui est censée être déclinée à travers différents dispositifs sur les territoires jusqu'au terrain, quoi, hein. Voilà. Merci d'avance pour vos... Merci Franck. Alors, il n'y a plus de sénateurs inscrits pour intervenir. Donc, je vais vous laisser apporter des réponses peut-être dans l'ordre inverse tout à l'heure. Ça permettra de se reconnecter avec Anne-Marie. Et de mon côté, au fil des réponses, on n'oublie pas la DATAR, Nicolas. J'ai une autre question, mais qui rejoint ce qui a été dit, vous l'avez évoqué aussi. On voit bien qu'il y a une sorte de fracture entre les territoires urbains, denses, les métropoles notamment, qui ont une force de frappe financière et donc en potentiel humain, en ingénierie en quelque sorte, en compétences, et puis des départements plus ruraux qui n'ont pas cette force de frappe financière pour pouvoir porter du développement économique pourtant nécessaire, et d'ailleurs qui ont des réponses à apporter aux enjeux de la société, sur la réindustrialisation, sur les transformations écologiques et énergétiques. Avez-vous des recommandations, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, quel est votre regard là-dessus? Comment pourrait-on aider ces territoires peu denses qui n'ont pas la force de frappe pour se doter des compétences nécessaires à pouvoir quand même porter du développement? Et puis, dernier point, très vite, et c'est un point peut-être de détail, mais avoir votre tour, vous qui êtes vraiment sur le terrain, dans l'action au quotidien, identifiez-vous des points, êtes-vous confronté à des points de blocage, à des moments liés à des réglementations, des normes, qui pourraient être levés par un pouvoir de dérogation élargi des préfets de département? C'est un sujet sur lequel on travaille aussi. Voilà, merci. Et donc, Anne-Marie, si tu veux bien apporter des éléments de réponse ou des observations suite à l'ensemble de ces questions. Merci. Merci, en espérant que la technique ne me joue pas de nouveau un mauvais tour. Alors, sur cette question des échelles, elle est compliquée, je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Ce qui me semble la meilleure réponse possible, c'est la notion de coopération et d'alliance des territoires. J'y crois vraiment très fortement, et également d'intelligence collective et surtout pas de choses descendantes et qui s'imposent. Je ne sais pas si j'étais déjà coupée quand j'évoquais tout à l'heure la région Grand Est, qui est une région extrêmement disparate
en termes notamment de situation économique. La situation de Strasbourg n'a strictement rien à voir avec celle de la Meuse ou de la Haute-Marne, et pour autant on fait partie d'une même région. Si on avait une région qui disait « je ne veux voir qu'une seule tête, j'aligne tous mes dispositifs et c'est partout pareil », ça serait désastreux. Désastreux pour nous, désastreux d'ailleurs aussi pour les territoires très ruraux. Heureusement, ce n'est pas le cas et on peut dialoguer. Mais du coup, on voit que ça nous donne une fragilité. C'est-à-dire que si un jour, on a à la tête de notre région une vision extrêmement dogmatique et qui veut imposer une vision indépendamment des réalités territoriales, eh ben on est mal, si vous me permettez de le formuler ainsi. Donc voilà, c'est vraiment cette notion à la fois d'intelligence collective, de ne pas faire descendre des choses préfabriquées, que ce soit d'un niveau national ou d'un niveau régional, mais bien de partir des réalités de territoire et surtout de partir de l'ingénierie et de la rencontre des visions des uns et des autres. C'est ce qu'on fait dans le cadre des maisons de l'emploi, hein, qui avait été cité dans un exposé précédent au mien, où on rapproche en termes de problématiques d'emploi, de compétences, les visions des fédérations, des branches professionnelles, des différents niveaux de collectivité, de l'État, de tous les acteurs pour s'aligner. C'est vraiment ça qui est le plus important. C'est important aussi en termes de politique territoriale. Nous, Eurométropole de Strasbourg, on est un territoire assez petit au sein de l'Alsace, qui est notre vrai bassin. Et donc, les politiques que nous menons sont forcément en lien avec les acteurs voisins. On a un plan alimentaire territorial au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg visant à améliorer notre autonomie alimentaire et à favoriser le maintien d'agriculture, y compris sur le territoire de l'Eurométropole, mais aussi autour. Et ça passe par nos politiques d'achat public. C'est pas forcément un outil cité dans le développement économique. Les agences ne s'occupent pas du tout d'achat public, et pourtant on a des leviers importants avec l'achat public en prescrivant des façons de faire, enfin en prescrivant des critères qui vont privilégier la proximité. Enfin, je sais bien, enfin, vous connaissez comme moi les règles des achats publics, où on ne peut pas privilégier un fournisseur au seul motif qu'il est proche, mais quand on prend en compte des bilans carbone, pour les approvisionnements, les transports, etc., on arrive quand même à mettre des critères. On peut mettre des critères d'engagement RSE de façon générale, environnementale ou égalité femmes-hommes ou engagement territorial. Bref, tout ça permet de prescrire. Donc voilà, sur cette question des échelles, pour moi, l'important, c'est vraiment qu'on ait, indépendamment des choix nationaux qui sont faits, qui ne seront jamais parfaits, qu'on ait une intelligence territoriale et qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs. Sur cette question de la fiscalité que vous posiez, moi sur Strasbourg, il y a un sujet qui est un peu bloquant aujourd'hui, c'est sur celui de l'aménagement foncier. C'est l'une des rares compétences qu'est la métropole en propre, hein. Le reste, vous le savez, est adossé au SRDE2I de la région. On a la compétence sur l'immobilier d'entreprise et sur l'aménagement des zones d'activité. On a déjà un territoire très très dense, très très construit. On va maintenant aménager encore très très peu de zones d'activité économique. Pour moi, le peu que nous avons encore à aménager, il faut qu'il se fasse de façon extrêmement stratégique, c'est-à-dire à des endroits privilégiant un accès au fleuve, un accès au fer, c'est-à-dire des transports massifiés pour arrêter d'aménager des zones qui vont être accessibles exclusivement par le camion pour leurs approvisionnements et exclusivement par la voiture pour leurs salariés. Si on veut avoir un air plus respirable, hein, vous savez qu'on est en territoire zone à faible émission, si on veut avoir un air plus respirable, si on veut avoir moins d'encombrement sur la route, moins d'accidentologie, eh bien, il faut qu'on choisisse nos sites en fonction aussi de leur accessibilité. Or, aujourd'hui, sur le territoire, bien évidemment, c'est vrai sur notre territoire, mais tous, des endroits qui soient accessibles par la voie fluviale, accessibles par la voie ferroviaire, c'est pas partout. Donc ça veut dire qu'on va privilégier certaines communes. Or, la ressource fiscale liée à l'implantation d'entreprises, elle est aujourd'hui, elle va en partie à la commune qui accueille et en partie à l'EPCI. Moi, j'aimerais aujourd'hui avoir un dispositif, pouvoir faire au niveau de l'Eurométropole un dispositif de redistribution, parce qu'on a aujourd'hui des petites communes du territoire qui, vu la suppression de la taxe d'habitation, sont en difficulté de ressources et disent finalement, moi je veux aménager une zone d'activité pour la fiscalité,
pas parce que j'en ai besoin en termes d'emploi, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de situation de manque d'emploi dans ma commune, mais juste pour avoir de la ressource fiscale, parce que les habitants ne me rapportent rien. Pardon, je fais court, mais voilà. Les habitants me coûtent et ne me rapportent rien. La seule chose qui me rapporte, c'est des entreprises, donc je veux des entreprises. Et c'est une motivation qui est complètement entendable, mais qui, moi, d'un point de vue d'aménagement économique de la métropole, est complètement stupide. L'aménagement économique, pour moi, il doit être fait aujourd'hui là où c'est pertinent stratégiquement, là où également il y a la ressource en eau, là où il y a la ressource de connexion électrique. Je ne sais pas si j'avais été déjà coupée quand j'évoquais les besoins avec la décarbonation économique de puissance électrique, où tout n'est pas forcément aménagé pour ça. Voilà, bref, la fiscalité, là, aujourd'hui, je vois un frein dans le fait que, déjà, pour les communes, aujourd'hui, la ressource fiscale vient essentiellement des entreprises et que ça peut, du coup, fausser des logiques d'aménagement que moi, je souhaiterais, de mon regard de vice-présidente économie de la métropole, être beaucoup plus connectée à une vision stratégique de long terme, s'appuyant sur les infrastructures existantes en termes de transport, mais aussi en termes d'énergie, en termes de réseau de chaleur, de capacité à se connecter à un réseau de chaleur. Voilà, tout ça me semble être aujourd'hui des critères qui devraient passer au-dessus de celui de la ressource fiscale communale. Mais merci beaucoup Anne-Marie. Du coup, à vous deux. À nous deux. Nous, on prendrait bien les questions qui se posaient sur la planification. En fait, nous, tout ce qu'on a pu voir en France et à l'international, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point un très grand nombre d'acteurs veulent maintenant changer les finalités du développement économique. C'est-à-dire à quoi servait le développement économique il y a 10 ou 15 ans et à quoi il doit nous servir aujourd'hui. Et je prendrai deux exemples. C'est une province du Pays Basque pour qui le développement économique doit lui servir à être le territoire dont les inégalités seront les plus faibles en Europe en 2030. C'est à ça que sert le développement économique au Pays Basque. Ou à Manchester, qu'on a visité. À Manchester, il y a un mouvement dans les zones sinistrées économiquement du nord de l'Angleterre, où vous savez peut-être qu'il y a une espérance de vie qui baisse dans ces territoires. Il y a une disparition des services publics, une disparition des services de santé notamment. Et une des finalités du projet de développement de Wigan ou de Preston, c'est de reconstruire des services de soins, de resservir de l'entraide. Donc pour eux, le projet de développement économique, il sert à les besoins du territoire. Donc pour rebondir sur ce que vous appeliez tout à l'heure le développement territorial économique. Par rapport à la question de la planification et des schémas, ce qu'on a remarqué, c'est tous les schémas sont très intéressants à lire, mais sont souvent des additions de silos et de doléances, et rarement des schémas systémiques, en fait, où on regarde le développement de façon systémique, en reliant les effets de l'économie sur le social, sur les questions environnementales. Et donc on sent qu'il faudrait peut-être aussi qu'on repense la façon dont on fait des schémas régionaux de développement économique, des schémas économiques. C'est un problème qui concerne tous les schémas, tout l'effort de planification par les schémas. C'est quand même devenu un exercice extrêmement institutionnel, ritualisé, un peu déconnecté des réalités du terrain. Donc là, il y aurait sans doute à repenser cette façon très verticale de faire ces schémas. Et puis peut-être aussi de les inscrire dans des durées plus longues, et dépasser les durées des mandatures, mais maintenant on aurait besoin de schémas qui parlent de 10, 20 ans, enfin qui s'inscrivent vraiment sur la durée. Par rapport à l'État, c'est pas propre à la France. Nous, on a l'impression que les dynamiques sont surtout locales, c'est-à-dire que les expériences les plus intéressantes, elles sont, je sais pas, à l'échelle de l'Écosse, par exemple, elles sont à l'échelle de métropoles, d'intercommunalités. Mais nous, dans le programme, on a eu du mal à intéresser Bercy, les services économiques de l'État. On voit bien qu'il y a c'est une dynamique et une transformation qui est surtout portée à l'échelle locale. Et puis sur les programmes, cœur de ville, etc., effectivement, c'est ce que les chercheurs appellent le gouvernement à distance. C'est les appels à projets, c'est tout cet ensemble de dispositifs. Alors ils ont leurs bons côtés quand même. C'est-à-dire que, par exemple, les bons côtés, c'est que les derniers programmes ont permis de nommer des chefs de projet, donc des personnes qui sont en poste,
que nous, on rencontre dans les territoires, avec quand même le problème qu'elles sont souvent là pour 2-3 ans, enfin elles sont sur des contrats à court terme, donc c'est quand même toujours ennuyeux d'avoir des gens qui sont là, et dont on aurait besoin qu'ils construisent des choses sur le long terme, mais qui sont là sur des contrats à court terme, donc ces contrats sont un peu courts, et en effet, il y aurait peut-être besoin de faire une espèce de méta-évaluation de tous ces programmes, mais pas en les prenant bout par bout, parce que quand vous prenez les collectivités, elles sont en face d'une multitude de programmes, d'appels à projets. Donc ça, c'est un peu l'éternel sujet des programmes d'expérimentation, des programmes d'innovation. Nous, on a calculé que depuis 15 ans, il y a eu peut-être pour 1,5 milliard d'appels à projets, de dispositifs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ADEME lance des appels à projets, enfin, toutes les agences lancent des appels à projets, et on a l'impression que c'est un objet, il y a eu des rapports de la Cour des comptes, il y a eu des tas de travaux, mais on a quand même du mal à piloter et avoir une vision d'ensemble. Ils apportent des tas de choses très positives, mais on aurait aussi besoin de voir quels sont les effets de bord qu'ils produisent. Et par ailleurs, là aussi à l'étranger, on commence à se désintéresser un peu des appels à projets pour s'intéresser aux missions. C'est une économiste qui s'appelle Mariana Mazzucato, qui est italienne et qui dit maintenant sur des sujets comme l'économie, la transition, il faut faire la mission Apollo, quoi. C'est-à-dire qu'il faut des grandes missions à 10 ans, 15 ans, coaliser l'ensemble des acteurs, mettre des moyens très importants et arrêter de tout grignoter en petits appels à projets que chacun va lancer de son côté. Donc là, ça rejoint aussi le besoin de formation, c'est-à-dire que les missions, c'est un truc qu'on ne sait pas faire en France. Le gouvernement anglais le Premier ministre a lancé, toute la mandature du nouveau Premier ministre est organisée sous forme de missions. Il y a 5 grandes missions qui sont l'ensemble de l'action gouvernementale. Les missions, on ne connaît pas très bien en France, quoi. Donc voilà, il y aurait un travail de montée en compétences, de meilleure compréhension de ces dispositifs, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu calé dans nos appels à projets et nos programmes, et on a du mal à en sortir, quoi. Merci. Allez-y, oui. Non, peut-être juste pour compléter, ce qu'on essaye de diffuser beaucoup à travers nos programmes, c'est aussi une culture de l'essai-erreur, de l'expérimentation, de comment est-ce qu'on teste à très petite échelle, dans un espace protégé, des dispositifs, plutôt que de passer à l'échelle et de massifier. Voilà. Merci. Nicolas ? Oui, beaucoup de choses. Sur la data, l'aménagement du territoire, bon, moi je suis un nostalgique. Pour personnel, j'ai vécu un grand moment. Après, je suis un décentralisateur et je n'oppose pas aménagement du territoire. De temps en temps, certains voient l'aménagement du territoire uniquement technocratique. En plus, les datariens, les grandes figures, les Monod, les Guichard ont porté la décentralisation, la régionalisation, les premières métropoles d'équilibre, etc. Les premières politiques de pays. Donc, en revanche, le national, ça existe. Et on voit bien que c'est difficile de faire une politique d'aménagement du territoire uniquement en compilant les SRADET. Oui. Et même les régions, et ce n'est pas injurieux à leur égard, parce que même elles demandent des référentiels. Vous l'avez bien vu ici, quand on a territorialisé le ZAN, l'État n'est plus capable de différencier les régions sur le ZAN. Il demande aux régions de différencier leur territoire, ce qu'elles ont bien fait d'ailleurs, en lien avec les collectivités d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je ne veux pas l'État. L'État, c'est nous, c'est compliqué, c'est plein de choses, c'est les agences, c'est les appels à projets, mais il y a une réorganisation collective. Pour penser nationalement l'aménagement du territoire, il y a des grands enjeux, des grands défis. Réussir la planification écologique, j'y reviendrai, mais aussi rééquilibrer nos modèles de développement, parce qu'on est devant le développement économique. Ça ne va pas bien. Hyper concentration des créations d'emplois depuis 20 ans. Hyper concentration de la valeur ajoutée. Record de l'OCDE en France de polarisation spatiale de la valeur ajoutée. Pas terrible en plus la croissance de la valeur ajoutée. Croissance des revenus encore plus flat. La seule chose qui a progressé en France depuis 20 ans, massivement, c'est les valeurs d'actifs. Les patrimoines immobiliers, mobiliers, professionnels. Les boîtes se sont très très bien vendues avec des effets de levier monstrueux par la financiarisation. Donc il y a des choses qui vont très bien, j'accuse personne, mais en tout cas on a un problème de modèle économique. Et je suis très inquiet spatialement, et c'est un peu le paradoxe, parce que mes jeunes années, moi j'ai commencé il y a 30 ans, on vient de fêter les 30 ans de la loi de 95 sur l'aménagement du territoire, qui a apporté beaucoup de choses, donc il faudrait faire le bilan. Et il nous manque maintenant celle qui va nous raconter les 30 ans qui vont venir. Mais en 95, on pensait qu'il y avait un risque de marginalisation de la façade atlantique, de finistérisation. Tout s'est concentré, grosso modo, tant mieux pour eux, hein, c'est pas du tout... Mais en revanche, ce qui a décroché, c'est nos territoires frontaliers.
Madame qui est élue à Strasbourg le sait, Strasbourg va pas super bien en ce moment. Le Grand Est a beaucoup souffert. Ma région, la Bourgogne-Franche-Comté, ça a beaucoup souffert par la désindustrialisation. On a été moins entraîné par nos partenaires européens. Il y a des sujets qu'il faut aborder dans un cadre européen. Il y a eu quand même, en tout cas, une grande bascule des dynamiques de développement. Et voilà, le Grand Quart Nord-Est, Normandie, Hauts-de-France, même le bassin parisien n'est plus vraiment entraîné par l'agglomération parisienne, le grand bassin parisien, et on a beaucoup souffert de la désindustrialisation. On n'a pas trouvé de relais de croissance. Donc on a un sujet d'aménagement économique du territoire, et je pense qu'en effet, que ce soit la DATAR ou sous un autre nom, mais il y a un besoin de remplir cette fonction. Or, on a fait des politiques, et je ne jette pas la pierre parce que c'était la commande que le politique a passée à l'agence de la cohésion du territoire. Elle a travaillé en effet sur villes moyennes, petites villes, etc., un peu par tranche. Il y a des villes moyennes qui vont très bien. Dans les dynamiques régionales positives du Grand Ouest, elles vont très très bien. France Stratégie l'a très bien montré. En revanche, dans les régions en difficulté, tout va assez mal. Même les métropoles ne sont pas en grande santé, les villes moyennes, les bourgs, les ruralités vont pas bien. Donc on a besoin de refaire de l'action régionale. Voilà. Et de repenser l'aménagement du territoire. Alors, je me félicite en tant que président de l'UCF pour l'aménagement du territoire, j'en ai le mandat, parce que nous avions appelé à un renouveau d'une politique nationale d'aménagement du territoire, que ça revienne dans des attributs ministériels, et nous espérons beaucoup de la suite pour voir comment on reproblématise cette question d'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'il y a à remettre sur l'agenda de l'aménagement du territoire? Et je pense que ce qu'il y a à remettre, c'est la planification écologique. Je viens de consacrer un rapport sur l'analyse des premières COP, les enjeux de cette planification écologique. Ça veut dire quoi? Descendre d'échelle. D'abord, les engagements sont européens, avec des cadrages de plus en plus détaillés d'ailleurs, que nous prenons dans nos engagements européens. Et ensuite, au niveau national, nous avons déjà notre outillage de documents, mais ça ne parle pas aux élus tant que ça n'a pas une transposition régionale et locale. Alors maintenant, les réceptacles, c'est nos schémas régionaux. Je rejoins un peu Stéphane, mais même si je trouve un peu que ça progresse quand même, les régions essayent de les décliner dans les schémas régionaux d'aménagement du territoire, et puis il y a les plans climat, les documents locaux, et quelle est la marge de manœuvre? Par exemple, en question sur le côté descendant de tout ça, il faut évidemment qu'on laisse beaucoup d'espace aux acteurs locaux pour transposer tout ça un peu à leur manière, exprimer des préférences collectives, notamment par exemple sur l'approbation des énergies renouvelables. Tous les territoires ne vont pas jouer sur les mêmes leviers. Certains vont être sur de l'éolien, d'autres vont être sur de la méthanisation ou du photovoltaïque. Et donc en effet, on ne peut pas être dans une planification descendante. Mais il faut quand même qu'à tous les étages, on arrive quand même qu'au final, ça boucle, comme on dit. Donc je pense que c'est très intéressant de voir comment on peut arriver à aller vers une planification concertée, ce qui a été d'ailleurs historiquement la planification à la française. Ça n'a jamais été le Gosplan. C'est pas Jean Monnet qui a inventé le Gosplan, c'est pas vrai, c'était au contraire de la concertation, une mobilisation de parties prenantes. Les premières tranches régionales du plan, ça mobilisait toutes les forces vives et c'était très en lien avec l'aménagement du territoire. Pour finir, quelques questions, donc transition écologique, je vous donnerai mon rapport parce que ça m'intéresse beaucoup et je vais poursuivre pour voir toutes les feuilles de route régionales sont en train de sortir, comment les élus dans les régions s'approprient ces grands objectifs nationaux et les traduisent. Et il y a un volet économique à tout ça et c'est vraiment le cœur de ma réflexion et un volet industriel à tout ça. Parce qu'à peine nous accélérons avec des subventions notre décarbonation et nous creusons à toute vitesse nos déficits commerciaux. Si nous n'avons pas l'appareil industriel pour nous fournir en panneaux photovoltaïques, en batteries, en véhicules électriques, nous voyons en quelques années, l'ADEME a fait le chiffrage, nous sommes passés de 5 milliards de déficits commerciaux dans ces équipements à près de 18 milliards en 4 ans. Donc, nous avons un vrai sujet de réindustrialisation. Ça me permet de répondre sur les questions industrielles. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le programme Territoire-Industrie, ce que c'était les intercommunalités. Nous avions appelé de nos voeux. Bien sûr, il a été évalué récemment par la Cour des comptes. Ce qui manque, c'est un peu d'argent, de vrai argent sur ce programme. Mais je pense qu'il faut quand même voir le verre à moitié plein en termes de mobilisation, de dialogue entre les élus, l'enthousiasme qui est mis pour arriver à redonner, à réécrire une histoire, réattirer des jeunes vers les métiers industriels. Évidemment, c'est du temps long, tout ça. Et ça nous amène à la question que vous avez évoquée sur les fonciers. Pendant 20 ans, il n'y avait plus un seul investissement industriel de grande taille, comme il y en a eu à Valenciennes avec Toyota, etc. Donc on ne stockait plus du foncier comme ça en attendant Godot. Maintenant, ça revient. Et donc on voit bien que les sujets sites clés en main, des fonciers équipés, purgés de tout recours, ça nécessite d'accélérer. C'est pour ça que cette réindustrialisation, elle doit se faire dans la durée, avec des compétences, des formations, de l'investissement industriel qui va dépendre beaucoup de nos groupes, de l'attractivité de la France pour des investissements sur 5, 10, 15 ans, parce que l'investissement industriel, on ne le fait pas pour 2 ans. Et ça nécessite en effet de donner de la visibilité à long terme, d'où la planification, de ne pas remettre tout en cause à chaque moment, comme on le voit un peu en ce moment sur le photovoltaïque. Ça nécessite en effet vraiment une planification des stratégies de long terme, des missions
On a une habitude de mission. La data en faisait beaucoup des missions. Hein, les missions racines, les missions touristiques, les missions industrielles. Moi, j'ai connu quand même justement où on projetait des missions sur des grands sujets qui pouvaient être d'ailleurs pluridisciplinaires avec des fonctionnaires ou des personnalités venant d'origines différentes. Et je pense que justement sur ces grands parcs industriels de demain, adaptés à la planification écologique, on aura besoin de missions. Merci beaucoup. Et juste avant que M. Passe conclue, Anne-Marie voulait ajouter un tout petit point, je crois, sur une question. Oui, merci beaucoup Bernard de me redonner la parole. Sur cette question du foncier, je voulais ajouter un point sur la question de la maîtrise du foncier. Ça vient d'être dit, ces dernières années, les acteurs économiques ont pu gagner beaucoup d'argent sur les questions immobilières, mais aussi foncières. Et nous travaillons, alors moi je suis présidente du port de Strasbourg, et le modèle économique des ports, c'est de rester propriétaire de leur foncier et de louer ce foncier avec des systèmes qu'on appelle les amodiations en vocabulaire portuaire, des baux amphithéotiques de très longue durée qui donnent toute sécurité aux acteurs économiques qui s'y installent et qui installent leurs activités, mais qui permet que le jour où une activité s'arrête, eh bien, ce soit le port qui reprenne la main et qui puisse implanter l'acteur de son choix. En termes de politique économique, c'est intéressant, et c'est intéressant aussi pour éviter que l'acteur qui part, en fait, fasse une plus-value sur la revente de son terrain plutôt que sur son modèle économique. On voit malheureusement aujourd'hui un certain nombre de boîtes faire des choix d'arrêt d'activité, non pas parce que leur activité ne fonctionne pas, mais simplement parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent à revendre le terrain que s'ils continuaient d'être actifs et d'engranger leurs bénéfices annuels. Donc on a vraiment un effet parasite aujourd'hui avec le fait que les entreprises soient propriétaires de leur foncier et pas la puissance publique. Et donc moi je travaille aussi aujourd'hui, et d'autres intercommunalités le font, à Chambéry l'a fait bien avant nous, en Île-de-France il y a également des foncières, à ce qu'on garde la propriété de notre sol et qu'on aménage des zones certes, mais qu'on ne vende pas le terrain, de façon à garder cette maîtrise et d'installer qui on veut en termes de pertinence de politique économique et d'éviter que les entreprises construisent leur modèle économique sur la vente du terrain et de l'immobilier plutôt que sur leur activité. Et ça, je le cite ici, à la fois pour le partager, mais aussi parce que malheureusement, c'est quand même encore assez à contre-courant en France. Le droit de propriété est quelque chose, vous le savez mieux que personne, qui est extrêmement sensible. Pour autant, dans les pays anglo-saxons, c'est le modèle dominant et ça ne choque personne. Et je crois vraiment qu'il faudrait qu'on agisse ensemble pour aller vers un modèle normal qui ne soit plus d'achat du foncier, mais de propriété du foncier par la puissance publique et ensuite d'achat de son bâtiment, de son implantation, mais pas du foncier. Voilà, merci de cette précision. C'est important d'ailleurs, c'était la question de la maîtrise du foncier par le public, donc avec finalité l'intérêt général. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire. Oui, juste pour ne pas allonger les débats, juste rebondir là-dessus. En tant que praticien, on essaie effectivement de pivoter et d'appliquer ce que nos collègues d'Aropa font en proposant une amodiation. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a bon nombre d'entreprises en disant si je n'achète pas le foncier, je m'en vais. Donc nous, c'est un des éléments, mais c'est pas le seul. Bien évidemment, l'objectif est légitime, etc. Il n'y a pas de difficulté. Il n'empêche que c'est pas si simple que ça. Donc nous, notre priorité, en effet, c'est de faire en sorte que l'installation de l'entreprise, quand on consent à lui vendre du foncier, que ça fasse système dans l'économie du territoire. C'est ça pour nous l'essentiel, et notamment dans les questions de circularité. Donc pour répondre aux questions du sénateur Guéret, effectivement, la SPL intéresse les petites communes, donc on est à leur écoute. Et en fait, je vais répondre globalement, c'est-à-dire que tout ça est une question d'échelle. Oui, nous avons besoin d'une agence qui a toute sa légitimité sur son territoire. C'est de l'horizontal, on est bien d'accord, mais on doit travailler aussi avec d'autres. Alors, est-ce qu'on est trop nombreux? Est-ce qu'il y a des redondances? Il faut sans doute coordonner. On a souhaité, nous, qu'au conseil d'administration de l'agence, la CCI siège, la Chambre des métiers siège, Aropa siège. Donc, de manière à ce qu'on travaille en synergie. Et sur le territoire, nous sommes le relais de politique des consulaires, notamment, et une bonne entente, bien évidemment, avec Aropa. Ce qui fait que, à la fois, nous sommes l'interlocuteur de proximité, et finalement, la distance entre
le guichet d'une part et l'entreprise. Elle est liée à cette question d'échelle. À la fois sur la petite entreprise, parfois elle rencontre son collègue qui est à la Chambre des métiers, parfois elle rencontre son collègue qui est à la Chambre des commerces, parfois elle va à l'agence. Ce qui est important, c'est de la capter. Et ce qui est important, c'est que nous, on soit les uns et les autres bien alignés sur nos politiques, sur nos systèmes, et qu'il n'y ait pas forcément d'effet de concurrence malsaine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, bien sûr, à l'échelle plus haute de la région, il y a toute la légitimité au-delà de la compétence de la loi NOTRe que nous soyons le relais de l'agence de développement de la Normandie en ce qui nous concerne, l'agence régionale, qui connaît le territoire et qui dit là, il y a du foncier disponible, on va pouvoir proposer telle entreprise. Et il en est de même, bien évidemment, avec l'État. Avec l'État, au national, à Bercy, mais avec l'État en région. Et là, qu'est-ce qu'on attend de l'État en région? Nous, on souhaite qu'effectivement l'État soit l'accompagnateur, soit le facilitateur, soit en capacité de prendre des décisions. Là, on avait un truc complètement dingue de la réservation, ça a été évoqué tout à l'heure sur les besoins en électricité. Premier inscrit, premier servi. Quand bien même le projet va prendre plus de temps, et Futero qui voulait s'installer, n'avait pas la disponibilité électrique parce que d'autres avaient déjà déposé les dossiers. On souhaite que l'État, en région, prenne la décision. Le préfet de région n'a pas été en capacité de le prendre le temps que Bercy n'avait pas donné son autorisation. Donc ce qu'on souhaite en la matière, c'est qu'effectivement, l'État soit facilitateur. Je crois que c'est... Nous, on est en démarche. Je pense que c'est au territoire de le faire. Enfin, je veux terminer sur... on ne peut pas empêcher non plus des histoires de réseau. Alors nous, on a localement le réseau Incase qui est vraiment la grappe d'entreprises qui travaille autour du secteur. Donc c'est notre premier interlocuteur. Mais il y a les réseaux des filières. Là, on travaille sur le nouveau plastique. Et bien, effectivement, il y a une filière plastique en France qui est coordonnée. C'est normal qu'elle le soit. Et c'est à nous de nous connecter. Donc je pense qu'il y a une multiplicité, bien évidemment, des organisations en horizontal, en vertical, en filière, en statutaire. Et ça coûte cher, sans doute. Ça coûte cher. Je pense que ce qui est simple est faux, donc c'est quand même un peu compliqué. Chacun a sa légitimité. Ce qu'il faut, c'est optimiser. C'est optimiser. Et si j'en termine sur l'agence de la cohésion des territoires, avec les politiques mises en œuvre, elle donne cette impulsion. Elle mobilise les initiatives sur le territoire, mais ce n'est pas suffisant. Et sur l'évaluation, on est dans le territoire d'industrie, bien évidemment. On a un bilan mitigé. Je pense qu'on en a fait plus que si on n'avait pas eu, mais on voudrait aller davantage, aller plus loin. Voilà, je ne veux pas allonger le débat. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à vous quatre qui êtes présents. Merci à toi, Anne-Marie. Je pense, d'abord, je trouve personnellement que c'était vraiment très intéressant. Ces interventions, les réponses aux questions. C'est de nature à alimenter le rapport de nos quatre collègues que nous vous adresserons, bien entendu, et donc il devrait être produit, on a dit, autour de fin mars, début avril. C'est ça, je pense. En tous les cas, un grand merci à vous sur le regard que vous portez, sur votre vécu. C'est vraiment du vécu que vous nous avez, du concret que vous nous avez apporté. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à tous les collègues qui sont venus nombreux ce matin et pour l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Merci, au revoir.